c'est rendu carrément à la mode d'être contre le capitalisme. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte que le méchant capitalisme, c'est ça qui nous a permis de nous enrichir. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel B. Faubert qui nous présente un communiqué de presse, un papier en fait de l'IADM par rapport aux contre-tarifs douaniers imposés au Canada. Combien ça coûte réellement cette taxe-là aux Canadiens? Merci, Emmanuel, d'être là. C'est très gentil d'être avec nous pour parler de ce sujet-là, parce que, bon, les tarifs, on le sait, là, ça fait quoi depuis la sermentation, en fait, de Donald Trump en fin janvier, février dernier, qu'on a ce truc-là qui nous plane au-dessus de la tête, même avant l'élection, c'était une thématique. Aussi, on ne sait plus trop où donner de la tête là, dans toute cette histoire-là, mais un moment donné, s'est posé la question de la réplique, entre guillemets, canadienne, et plusieurs personnes ont prôné des contre-tarifs, d'autres ont dit c'est une mauvaise politique parce que le Canada, avec un rapport de quoi, à peu près 10 contre 1 en termes de grosseur d'économie avec les États-Unis, on n'a pas les moyens de s'infliger ce genre de mesures. Et à l'IADM, vous avez cherché à savoir combien ça coûte aux ménages, dans le fond, les contre-tarifs. Fait que c'est quoi un peu l'analyse qui est derrière ça, là? Oui, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des chiffres au niveau du ministère des Finances. Et ce qu'on a trouvé, c'est que si on regarde juste avril et mai uniquement, en 2025, il y a eu 1,5 milliard de dollars qui ont été 1,5 milliard de dollars additionnels qui ont été prélevés par des taxes et des douanes reliées justement à ces tarifs-là. Donc là, par ménage, on parle de presque 92 dollars. Donc, ça peut pas, pour les gens, peut-être que 92 en 2 mois, ça paraît peut-être pas tant que ça, mais si la tendance se maintient, ça veut dire que sur un an, donc jusqu'au 31 mars 2026, ça serait un extra près de 550 dollars par ménage qui aurait été payé en taxes additionnelles comparé à l'année précédente. Et ça, c'est vraiment les tarifs qui viennent vraiment augmenter les prix. Puis il y a eu beaucoup de flou du côté des tarifs, justement, parce qu'il y a eu une phase où est-ce qu'on a des tarifs, finalement, on les enlève pendant la campagne électorale, mais finalement, on les enlève sur une partie des produits, ceux qui se conforment à l'accord de libre-échange, ceux qui ne sont pas conformes, il y a toujours un tarif. Pour vrai, pour le Canadien moyen, c'est pas vraiment clair qu'est-ce qui s'est passé. Première question, est-ce que présentement, le 31 juillet 2025, il y a des tarifs qui sont en vigueur, chargés aux Canadiens pour les produits américains? Mais il y en a certains. Je n'ai pas les détails exactement de lesquels sont tarifés en ce moment, mais on sait qu'il y en a déjà parce que c'est pas pour rien qu'on a plus d'argent qui a été prélevé par les tarifs, c'est parce qu'ils existent déjà. Ce qu'on voit, c'est que s'il y a un accord qui est signé demain, il y a des risques d'avoir justement des tarifs et des contre-tarifs, ce qui est malheureux parce que c'est désavantageux pour la population. De la même façon que Trudeau et Carney ont essayé de convaincre à maintes reprises que les tarifs sur les produits canadiens, dans le fond, ça faisait payer les Américains. Les contre-tarifs, c'est la même chose, ça fait payer les Canadiens. Ça, c'est une mécanique qui est assez spectaculaire parce qu'ils ont passé une bonne partie de la pré-campagne électorale à même payer des publicités aux États-Unis où il y avait des pancartes, on disait Tariff or taxes, puis on disait c'est vous qui allez payer les tarifs de votre président. Parce qu'évidemment, la rhétorique de Trump, c'était de dire je vais charger aux autres pays. En réalité, il charge aux Américains. C'est comme s'il y avait une taxe de vente de 15 30 50 selon le tarif qui est mis en place. Mais on dirait que quand il était question de répliquer, ce qu'on appelait répliquer avec les contre-tarifs, cette logique-là est comme disparue. Jamais les politiciens ont expliqué aux Canadiens que cette logique-là s'appliquait à eux-mêmes. Mais penses-tu que les Canadiens l'ont compris, ça?
Je fais référence notamment à un sondage là, que vous avez commandé fait par la firme Ipsos. En fait, on semble comprendre que les Canadiens ont fini par comprendre que c'est eux qui payaient. Là. Oui, selon le sondage en question, il y a 77% des répondants canadiens qui ont dit que les tarifs allaient augmenter le coût des biens essentiels pour leur ménage. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est parce qu'il y a une différence entre les décisions qui sont meilleures pour les citoyens et les décisions qui vont faire en sorte que les politiciens vont se faire réélire. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'ils ont l'impression que pour être fort, pour donner l'impression d'être fort, il faut qu'on réplique. Mais la réalité, c'est qu'être fort, c'est au contraire de baisser, même si c'est de façon unilatérale, nos barrières commerciales afin de diminuer les coûts et augmenter le commerce. Parce que c'est pas juste les biens à la consommation qui sont affectés par les tarifs. On parle aussi des intrants. Quand je parle d'intrants, on parle des matières premières. On parle aussi des biens intermédiaires qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits. Prenons l'exemple d'une chaîne de production qui est très intégrée. Par exemple, les avions. Les avions nécessitent de l'aluminium. L'aluminium, il y en a beaucoup plus qui est produit au Canada. Donc, de l'aluminium qui va être envoyé aux États-Unis, qui va être transformé en avion qui va être vendu au Canada, où tu as plusieurs étapes comme ça, où tu auras un aller-retour entre les deux frontières, puis avec les tarifs et contre-tarifs, à chaque fois que un des produits traverse la frontière, il y aura un tarif et ensuite un contre-tarif, ce qui fait que le tarif n'est pas appliqué une seule fois, il peut être appliqué à multiples reprises, ce qui fait que les prix augmentent considérablement. On parlait surtout dans la chaîne de fabrication des automobiles dans le coin de Windsor, Ontario et Détroit, évidemment. Il y avait justement beaucoup de ces allers-retours-là qui étaient faits de chaque côté de la frontière et qu'au final, on pouvait appliquer ces tarifs-là quand même d'une manière un peu trop importante. Jusqu'à 7 à 8 fois de mémoire dans un article. Exact. Puis, même les Américains se tirent dans le pied un peu avec ça parce que quand tu regardais les états financiers de Ford, de GM, on disait carrément qu'il y avait 1 milliard de profits du côté de GM qui était disparu dans le dernier trimestre à cause des tarifs principalement. Et soudainement, on se retourne de côté, on se retourne de bord, on dit on a une entente avec le Japon. Le Japon va avoir 15% de tarifs. Mais là, tu es là, tu te dis ouais, mais c'est parce que GM essaie de produire une automobile avec de l'acier puis de l'aluminium tarifé à 25%. De quelle façon GM peut compétitionner Honda qui, eux autres, vont avoir un tarif de 15%. Je pense que même Donald Trump, de leur côté, ne réalise pas jusqu'à quel point ils brisent les chaînes de production en tarifant les intrants comme tu en parles. Là. Effectivement, il y a une raison pour laquelle nos chaînes de production sont si intégrées. C'est parce que c'est mutuellement bénéfique. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque pays a son expertise, a ses avantages comparatifs. Ce qui fait que les avantages comparatifs permettent de se spécialiser dans certains secteurs de production et à un coût qui est relativement plus faible que dans d'autres pays. Ce qui fait que tout le monde est avantagé par une chaîne de production qui est intégrée. Et avec des tarifs, ça fait augmenter les prix des intrants, ce qui fait en sorte que les pays ne sont plus en mesure d'exploiter ces expertises et ces avantages comparatifs, ce qui fait qu'on brise cette intégration-là et ça coûte plus cher, même si un produit va être dit fait au Canada. La majorité des produits faits au Canada vont inclure des intrants ou même des matériaux juste de chaînes de production qui viennent d'ailleurs. C'est pas vrai que les choses vont être 100% produites ici parce que c'est pas juste le produit lui-même, c'est tout ce qui est nécessaire pour le produire. Les ordinateurs, par exemple, qui contiennent des composantes qui viennent de partout. Même si l'ordinateur est assemblé ici, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il contient vient d'ici. Donc, même si on a l'impression qu'on va consommer des biens d'ici, si on le souhaite, la réalité, c'est qu'on va être affecté pareil. Même les produits qui sont faits au Canada. Parce que dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de libre-échange, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de barrières tarifaires, les entreprises ont la pleine liberté de choisir leurs fournisseurs, de choisir avec qui ils vont faire affaire, et ils vont généralement avec la compagnie qui va leur offrir le meilleur intrant au meilleur prix selon la qualité qui est recherchée. Mais éventuellement, si on vit dans un monde où est-ce que tous ces échanges-là deviennent presque impossibles avec des tarifs de 25%, où est-ce que le fournisseur local devient presque tout le temps avantagé dans cette situation-là,
Mais la raison avant pourquoi le fournisseur local n'était pas sélectionné, c'était qu'il était plus cher que l'autre. Donc, même dans un monde où est-ce qu'on rapatrie beaucoup de production dans le pays interne, on se ramasse dans une situation où est-ce que, même s'il n'y a pas de tarif appliqué sur les produits à l'interne, ça va quand même coûter plus cher parce qu'à la base, si ça avait coûté moins cher, c'est le producteur local qui aurait été sélectionné. Mais là, le producteur local n'est sélectionné que parce qu'il y a présence de tarifs présentement. Exactement. Et ce qui fait en sorte que ça va être plus cher, mais en plus, changer la chaîne de production, ce n'est pas un processus qui est rapide. Donc, construire des nouvelles usines, déplacer les emplois, c'est quelque chose qui se fait très lentement. Et ce qui veut dire qu'en attendant, les produits qui sont produits à l'intérieur du territoire vont aussi augmenter de prix parce que la demande pour ces produits locaux-là va augmenter. Ce qui fait que ça va coûter plus cher. Peu importe si tu achètes localement ou à l'étranger, ce qui fait en sorte que si la demande augmente vraiment au niveau local, ça peut même arriver à un point où la demande aller prendre à l'étranger peut être même avantageux, malgré les tarifs à cause d'augmentation des prix locaux parce qu'ils ne peuvent pas ajuster l'offre à la même vitesse que la demande. À long terme, on ne sait pas trop combien de temps tout ça, toute cette stratégie-là, ou en tout cas ce paradigme-là des tarifs va durer. Ça, c'est l'élément d'incertitude. Mais est-ce que tu redoutes qu'il y ait des effets en fait, on dit tout le temps, là, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Là. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que bon, le gouvernement américain, puis même là, le gouvernement canadien avec les contre-tarifs, puis les autres pays, utilisent les tarifs pour changer les habitudes de consommation des citoyens. Dans le sens, ils disent, ben, si vous ne voulez pas les payer, achetez des produits locaux. C'est ça la logique qui est derrière ça. Acheter des produits d'ici et sauver les tarifs. Sauf que l'argent qui rentre des tarifs va finir par être comptabilisé ou être prévu comme un revenu dont l'État ne voudra plus se passer. Et si les gens changent leur comportement, là, il y a un manque à gagner. Le classique de ça, c'est les taxes sur l'essence et les taxes vertes qui supposément veulent orienter les gens à acheter des véhicules électriques, par exemple. Même année, tu dis, oui, mais ils l'ont comptabilisé, l'argent qui rentre des taxes sur l'essence. Donc, le jour où tout le monde a un véhicule électrique, mettons, il échappe à cette taxe-là, qu'est-ce qu'on commence à dire? Ouais, il faudrait une taxe kilométrique, il faudrait des taxes spéciaux, parce que là, il y a un manque à gagner pour le gouvernement. Donc, il va y avoir une genre de réaction en chaîne, moi, je pense, reliée à ces tarifs-là, parce que les gens vont vouloir les éviter. On va penser qu'il y a des revenus qui vont venir de ça, mais ces revenus-là vont probablement, à moyen terme, être moins élevés que ce qui est anticipé. Là. Tout à fait, tout à fait. Une fois que les comportements sont changés, les revenus vont être différents. Et ça va affecter certainement la façon de dépenser non seulement des consommateurs, mais aussi du gouvernement. Et aussi, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le gouvernement prélève de l'impôt, disons que le gouvernement prélève 1 million de dollars en impôts, tant comme ça, ce n'est pas 1 million de dollars qui va être retourné en service public ou en service à la population. La bureaucratie en elle-même coûte beaucoup d'argent. Donc, juste gérer ces nouveaux revenus-là, ça va en gruger toute une portion. Donc, effectivement, il y a encore un plus grand manque à gagner, non seulement à cause du changement de comportement pour les consommateurs, mais parce qu'il y a une partie de ce revenu-là qui provient de la poche des consommateurs et des contribuables et qui va être, dans le fond, ébruité, qui va être disséminé dans la bureaucratie gouvernementale juste pour gérer cet argent-là qui rentre. Oui, parce que quand on arrive et on s'imagine, on parle de tarifs, tout le monde pense à l'import-export. Donc, on importe un bien déjà pleinement construit de l'étranger. Le cerveau du citoyen qui se fait parler de tarifs, on est toujours dans cette affaire-là. OK, le jus d'orange pleinement transformé qu'on faisait venir des États-Unis ou peu importe. On est capable que de concevoir des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais présentement, une des pires jobs au monde, j'ai l'impression, avec ces histoires-là de back and forth du côté des tarifs, ça devait être acheteur pour une compagnie. Tu sais, l'employé qui est l'acheteur d'une compagnie, c'est lui qui gère les fournisseurs, c'est lui qui gère qu'est-ce qui va être acheté, les intrants, autrement dit, pour l'entreprise. Et de voir qu'à tous les jours, il se réveillait, puis là, tel produit va être tarifé, tel autre produit ne sera pas tarifé. On va rentrer ça dans les codes de douane canadiens. Puis là, finalement, ce code-là, il est-tu tarifé? Lui, est-tu pas tarifé?
ça devait être l'asile d'occuper ce genre d'emploi-là. Mais justement, tu sais, qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, tu as beau faire tes recherches, là, qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que je suis mieux d'aller acheter ce produit chinois-là qui n'a pas de tarif ou est-ce que je suis mieux d'acheter ce produit-là américain qui a un tarif? Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là, est-ce qu'on est vraiment en train de favoriser l'achat d'intrants chinois au Canada? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Puis là, tu te dis, ouais, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Puis il y a toutes sortes d'enjeux avec la Chine, il y a toutes sortes d'enjeux avec l'économie mondiale, la Chine qui challenge les États-Unis, qui veut créer un peu son ensemble de partenaires. Mais là, tu es là, tu te dis, présentement, les Canadiens, avec les tarifs ou les contre-tarifs qu'on applique aux États-Unis, on est tranquillement en train de se garrocher dans les mains de la Chine. Au niveau géopolitique, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, ce qui se passe là. Effectivement, ça vraiment dérange les processus qu'on avait, toutes les chaînes de production qu'on avait en ce moment, puis ça nous force à aller regarder ailleurs. Et d'ailleurs, quand on regarde l'exemple de Boeing dont on parlait tout à l'heure, ce genre les tarifs et les contre-tarifs, essentiellement, ça va effectivement avantager les compagnies aériennes d'autres pays. Hein. Par exemple, Airbus, c'est des compagnies qui, eux, n'auront pas ces tarifs-là. Donc, c'est certain que ça va complètement changer la façon dont le commerce va se faire à travers le monde. Et les tarifs, j'allais dire, les tarifs, on dirait, sont comme une autre forme de manière de choisir qui sont les gagnants et les perdants. Parce que, tu sais, dans une bonne entente commerciale, ce qu'on estime, c'est que les deux parties sont gagnants. Les deux pays ou les deux entités politiques ou légales qui conviennent de l'entente sont gagnantes. Et je regarde l'entente qui vient d'être signée avec l'Europe et j'ai l'impression que c'est une entente perdant-perdant. Tout le monde a l'air... En fait, pas tout le monde. C'est pour ça que je dis, on choisit les gagnants ou les perdants. C'est sûr que si tu es Lockheed Martin, t'es très gagnant de ça, parce que Trump a réussi à convaincre l'Europe d'acheter 700 milliards de matériel militaire aux États-Unis. Par contre, tous les producteurs des deux pays vont devoir se taper des tarifs plus élevés pour exporter leurs produits. Donc, en réalité, il y a peut-être quelques gagnants là-dedans que si tu vends du gaz ou des armes ou dans certains secteurs qui ont été favorisés par cette entente-là, mais la vaste majorité des importateurs-exportateurs de part et d'autre sont lésés par ça. En fait, c'est un deal perdant-perdant. Est-ce que tu penses qu'il y a encore moyen mettons pour le Canada et les États-Unis, d'en venir à une entente gagnant-gagnant, ou tu penses qu'on s'en va vers quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, une entente où les deux parties perdent finalement? Mais tant qu'il y a des tarifs et des contre-tarifs, tout le monde est perdant. Donc ça, c'est certain. Et je peux pas, j'ai pas une boule de cristal, donc je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne dans le bureau ovale aux États-Unis, mais ça semble pas être parti pour prendre la meilleure décision, parce que la meilleure décision, ou du moins du point de vue du Canada, ça serait d'éliminer les barrières, parce qu'éliminer les barrières, selon nos études, on a trouvé que ça augmenterait le PIB en diminuant les prix à la consommation. Donc, ça créerait plus d'échanges, plus de production. C'est ça le PIB. Plus de richesse. Plus de richesse en réduisant les prix pour les consommateurs. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Alors que ce qu'on voit, c'est que les tarifs, ça diminue la croissance, justement parce qu'on vient briser ces chaînes de production-là et d'intégration. Et en plus, ça fait augmenter les prix. Donc, c'est vraiment l'inverse. Mais est-ce que c'est réaliste? Honnêtement, j'en doute. Puis, c'est arrivé comment dans l'histoire que les tarifs ont arrêté d'être appelés des taxes douanières? Parce que on a l'impression dans la nomenclature, justement, que présentement, c'est quand même difficile de parler de tarifs parce qu'on tombe vite dans les reportages sur Trump, puis il est fou, des affaires de même. Mais la réalité, c'est que généralement, quand tu parles d'une taxe aux Canadiens, on en paie tellement, c'est tellement lourd payer ces taxes-là, que tout le monde est réfractaire à ça. Mais quand on a parlé de contre-tarifs, les Canadiens ont embarqué elbows up à côté puis en disant c'est bon, il faut leur répliquer. Et c'était le cas dans les deux partis politiques. C'était le cas pour les libéraux de Mark Carney, mais c'était également le cas du côté conservateur avec Pierre Poilievre. On avait, au niveau fédéral, absolument aucun défenseur du libre-échange. C'est ce qui a été le plus spectaculaire dans cette guerre commerciale-là qui arrivait dans une campagne électorale. C'est que tous les partis politiques canadiens, le NPD, le Bloc, c'était pareil. Tout le monde voulait répliquer, tout le monde voulait des contre-tarifs. Tout le monde appelait ça des contre-tarifs. Nous autres, on était là, « Hey, c'est une taxe! C'est une taxe! On veut pas de taxe! Stop la taxe! » Puis là, t'es là, « Hey, let's go, on va s'appliquer une taxe. On va shooter un coup de 12 dans notre bateau, puis on va survivre. » Là, t'es là,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau éducationnel de la population pour que les gens comprennent que les tarifs, c'est une taxe? Et éventuellement, je commence à manquer d'idées un peu. Ben, ce que les politiciens ont fait, c'est l'art de jouer avec les mots. Les politiciens excellent là-dedans. Et c'est pour ça que nous, on est là pour éduquer les gens, pour leur rappeler que justement, un tarif, c'est une taxe sous un autre nom. Donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer à le dire aux gens encore et encore. Un tarif, c'est une taxe. Il ne faut pas oublier que au Québec, particulièrement, on est la juridiction la plus imposée d'Amérique du Nord. Et donc là, ajouter des tarifs en plus là-dessus, ça devient absolument ridicule. Là. Ah oui, ça devient absolument ridicule. C'est une taxe parfaite parce qu'on ne la voit pas à nulle part. Hein? Ce n'est pas écrit sur ta facture. Sur ta facture, tu vois ta TPS, ta TVQ. Sur ton rapport d'impôt, tu vois tes impôts sur le revenu. Tu achètes un électroménager, tu vois ton éco-frais, une taxe. Mais on ne voit pas les tarifs à nulle part. Ils sont absolument invisibles. C'est la taxe parfaite. En fait, c'est plus insidieux que ça, Yann. C'est pire encore. Si tu vas dans certaines chaînes d'épicerie, il y a des étiquettes avec un T dessus. Et je suis sûr de ce que je vous dis là. Faites le tour de votre entourage. La vaste majorité des gens sont persuadés que le tarif qu'ils payent là-dessus, c'est Trump qui l'a imposé. Alors que c'est un contre-tarif puisque les États-Unis n'ont aucune capacité d'imposer une taxe aux Canadiens. Donc, si tu payes à l'épicerie un produit plus cher, c'est parce qu'il y a un contre-tarif dessus. Mais cette pédagogie-là est difficile à faire. Oui, mais on paye. En fait, la réalité, c'est que les ménages, on ne paie pas juste les tarifs à travers les prix. Oui, on les paye à travers les prix qui augmentent. Mais on les paye d'autres façons aussi. On les paye avec les baisses de salaire, tout simplement parce que s'il y a des entreprises qui font affaire avec les États-Unis, et là, les projections vont être moins bonnes dans le futur, donc tu n'as pas d'augmentation de salaire ou les augmentations de salaire sont plus faibles que prévu ou justement tu n'as pas de bonus de fin d'année. Donc, ça affecte les salaires des ménages, mais en plus, ça affecte les gens par la perte d'emploi. Vous vous rappelez, juste quand il y a en fin 2024, début 2025, c'est encore juste c'était même pas encore concrétisé, c'est juste des idées, des menaces de tarifs. Et il y a eu énormément de mises à pied en prévision des futurs tarifs. Les tarifs n'étaient même pas encore là, mais on paye de 3 façons. Les prix, baisse de salaire et perte d'emploi. Et là, c'est fou. Et là, il y a comme deux solutions possibles. La première, on l'a effleuré tantôt, c'est ce que vous aviez défendu à l'IADM avec un papier de notre ami Vincent Geloso. Donc, les arguments en faveur d'une libéralisation unilatérale, c'est-à-dire que le Canada abandonne ses contre-tarifs et ses droits de douane et qu'on puisse permettre à des produits d'entrer. Puis là, on avait la liste ici, là, les tarifs douaniers, qui sont en moyenne autour de 3,4 au Canada, allant de trucs très, très élevés dans le laitier, évidemment, avec la gestion de l'offre à 205 %. Mais bon, la viande, les vêtements, les céréales, le textile. Tu sais, le fait qu'il y ait des tarifs sur le textile, je veux dire, je ne sais pas qui on essaie de protéger avec ça. Là. Il n'y a plus beaucoup de chaînes de fabrication de vêtements made in Canada. Là. La dernière fois que j'ai acheté un T-shirt écrit made in Canada, je ne sais pas c'était quand, là, mais je n'avais pas de souvenir de ça. Donc, ça, c'est toutes des choses que si on abandonnait, les prix de ces produits-là à la consommation seraient moins chers pour les Canadiens, puis ça permettrait de souffler un peu, justement, dans cette guerre commerciale-là. Tout à fait. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que si les prix baissent, ça permettrait aux gens... Ça laisserait plus d'argent dans les poches des Canadiens, certainement. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que ça permettrait de générer plus de commerce, plus de production, plus de consommation. Parce que là, si les prix baissent, tu peux acheter plus de produits avec le même montant d'argent. Donc, c'est bénéfique parce que ça fait plus dépenser. Les dépenses, ça génère de la croissance. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'en général, les taxes ont un impact sur l'activité économique. Il y a un principe en économie qui s'appelle la courbe de Laffer. La courbe de Laffer, dans le fond, c'est une courbe en forme de N et qui explique qu'au fur et à mesure que le taux de taxation et d'imposition augmente, ça a un impact sur l'activité économique. Et à partir d'un certain point, chaque augmentation marginale
de l'imposition et de la taxation va avoir un impact négatif, proportionnellement plus grand sur l'activité économique. Et en ce moment, au Canada, il y a des études qui ont révélé qu'on a dépassé ce point pivot-là. Ce qui fait que rajouter des tarifs sur les contribuables qui sont déjà imposés de façon exagérée, ça vient négativement affecter l'activité économique, la consommation, ce qui fait que c'est même pas bon pour le gouvernement au final. Oui, c'est ça. On en avait parlé dans un podcast l'autre fois. En France, notamment, ils ont eu l'idée de génie dans les dernières années, disant on va mettre une taxe spéciale sur les bateaux de luxe. Ils pensaient avoir quelques dizaines de millions de dollars qui allaient rentrer par année avec ça. Finalement, ils ont eu une fraction du revenu parce qu'ils ont dépassé justement le seuil d'imposition autour duquel, finalement, il y a juste moins de bateaux qui s'est vendu à cause de ces nouvelles taxes-là. Les gens sont allés les stationner ou les amarrer ailleurs en Europe où ils ne paieront pas ces taxes-là. Donc, les gens modifient leur comportement pour justement échapper à ces trucs-là, soit en ralentissant leur consommation ou en changeant de type de consommation. Puis ça, ça semble être un point difficile à comprendre. L'autre truc, peut-être là-dessus, qui est très important, c'est dans le papier de Vincent, on dit bon, le Canada, ce n'est pas un pays qui est si pire que ça en termes de tarifs douaniers avec un pourcentage. Par contre, on est vraiment en queue de peloton sur ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, là, qui est un mot un peu complexe. Là. Mais si tu pouvais expliquer un peu aux gens ce que c'est, parce que je pense que c'est peut-être un peu contre-intuitif. Là. On a toutes sortes d'exemples de ça, là, notamment, par exemple, le fait qu'on interdise à des compagnies aériennes de faire des vols intérieurs au Canada. Des compagnies aériennes étrangères ne peuvent pas faire des vols intérieurs au Canada. Ils peuvent juste faire de l'international. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui augmentent les prix, mais ce n'est pas visible dans un tableau avec un chiffre. Tout à fait. Il y a plein de façons d'avoir des limites au commerce. Un exemple classique dont vous parliez un peu plus tôt, c'est la gestion de l'offre où essentiellement, il y a une limite de quantité, essentiellement ce qu'on appelle un quota. Et ce qui fait en sorte qu'il y a plein de producteurs laitiers qui doivent justement verser et gaspiller toute une partie de leur production de lait. On a quelque chose de similaire avec la production de sirop d'érable, ce qui fait en sorte qu'on a des millions de dollars de sirop d'érable qui sont stockés dans un entrepôt parce qu'on ne peut pas vendre toute la quantité qui est produite parce qu'on veut garder les prix à un certain niveau. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a aussi l'interdiction d'avoir des vols locaux à travers le Canada. Il y a plein de façons d'avoir des barrières au commerce comme ça. Mais l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à notre libre-échange? Dans le sens que on a eu une vague de libre-échange qui a été très forte dans les années 90. Puis la planète au grand complet s'est extrêmement enrichie avec ce libre-échange-là. Ça nous a permis de sortir une tonne de gens de la pauvreté dans toutes sortes de pays au fil des temps. Et ça, sans affecter le niveau de vie des pays occidentaux qui bénéficiaient quand même beaucoup de ce libre-échange-là, qui amélioraient leur productivité grâce à ce libre-échange-là. On aime penser que Donald Trump est celui qui a foutu le bordel là-dedans, mais la tendance anti-libre-échange commence bien avant Donald Trump. La raison pourquoi son discours, le Jello a pris avec ça de son côté, c'est qu'il y a eu quelqu'un quelque part qui a mis la table à ça avant dans la population, où est-ce qu'on s'est mis à détester le libre-échange comme Canadien ou comme Américain. Est-ce que c'est une partie du discours acheter local, c'est plus intelligent, ou le mouvement écologiste, ou simplement les pertes d'emplois qu'il peut avoir eu dans certains secteurs manufacturiers? On sait que dans la ceinture aux États-Unis, là, qui est au nord des États-Unis, on parle de ça qui a été quand même assez important dans l'élection de Donald Trump. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que le libre-échange, qui nous a donné autant en termes de richesse, perde de ses plumes au fil du temps? Je pense que, juste en parenthèse, le graphique que je monte à l'écran, Yann, illustre ce que tu dis. Là. Parce qu'il y a des gens qui aiment répéter le contraire, là, mais malheureusement pour vous, les données le montrent très clairement. Le pourcentage de la population qui vit dans la pauvreté extrême de 1990 à 2025 est passé d'au-dessus de 40 % à un peu plus que 10 %. C'est une pente de ski. Là.
Puis le libre-échange a beaucoup à voir avec ce graphique-là. Le libre-échange, puis tout ce qui en découle, l'innovation technologique, puis tous les gains de productivité qui ont été faits. C'est pas des paroles en l'air. Vous pouvez consulter des données. Même le seul moment où on voit que ça a l'air de remonter un peu, c'est la parenthèse COVID, là, qui a fait remonter un peu l'extrême pauvreté pour toutes sortes de raisons évidentes, la fermeture des frontières, tout ça. Mais ça montre à quel point c'est fragile, ces gains-là. Moi, je pense que dans un monde où on ramène du protectionnisme et des tarifs douaniers très élevés, on peut revoir cette courbe-là repartir à la hausse à court, moyen terme. Là. Effectivement, il y a plein de choses qui sont passées, mais il y a une tendance qui est à la hausse. C'est rendu carrément à la mode d'être contre le capitalisme. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte que le méchant capitalisme, c'est ça qui nous a permis de nous enrichir. On ne parle pas juste des riches là ici, on parle de tout le monde. C'est tout le monde qui profite du capitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme est à la source même de l'innovation et de cette intégration des chaînes de production qui enrichissent tout le monde et qui bénéficient tout le monde. Donc, les gens ont oublié que le capitalisme est la source même de leur confort actuel, parce que sans capitalisme, on ne pourrait pas en se parler en ce moment parce qu'on n'aurait pas les webcams, les ordinateurs, tout ça. On n'aurait pas accès à ça. Mais les gens oublient ça trop facilement. Ça devient trop facile de blâmer les gens qui sont à la source même de cette croissance-là. Et aussi, le libre-échange, ça permet une mobilité sociale. Ça permet aux gens de ne pas juste rester dans leur contexte socio-économique. Ça leur permet de bouger, ça leur permet de monter l'échelle et d'être mieux que la génération précédente, que leurs parents et leurs grands-parents. Mais les gens oublient ça trop facilement. Absolument. Yann, toi, tu t'es muté. Yann. Le graphique que je vous mets à l'écran, ça vous montre un peu la progression du libre-échange depuis les années 70. Quand on s'en va, justement, début des années 70, c'est 26 % de l'économie mondiale environ qui est du global trading, autrement dit. Donc, les échanges ont parti d'un pays à l'autre. Et c'est en forte progression. Début des années 2000, on se rappellera le sommet des Amériques, où est-ce que c'est des protestations anti-libre-échange, où est-ce que la gauche canadienne ne voulait rien savoir du libre-échange à ce moment-là. Mais le libre-échange, malgré tout, continue à progresser pour arriver à une proportion d'environ 61 % des échanges mondiaux en 2008. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est à peu près ça le maximum où est-ce qu'on est allé, parce qu'il y a une stagnation du libre-échange depuis 2008. On se maintient dans des zones entre 50 et 60 % environ. Et là, en 2023, on avait commencé une baisse. Donc, avant l'élection de Donald Trump, on était sur une tendance baissière à 58. Quand on aura les chiffres après 2025, ce ne serait pas surprenant de voir ces chiffres-là se mettre à baisser éventuellement. On est en train de briser quelque chose qui a bien marché. Là. C'est assez spectaculaire. Là. Juste pour donner, en terminant, avant que je passe à l'autre question que je voulais te poser, si tu regardes en 1990, c'est 2,3 milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté sur Terre. Aujourd'hui, en tout cas, les derniers chiffres qu'on a, c'est 800 millions entre 1990 et 2025. Donc, c'est ça ce que tu disais, Emmanuel, c'est pas juste les plus riches. C'est le pourcentage de, tu sais, la fameuse phrase « les pauvres sont de plus en plus nombreux puis de plus en plus pauvres », ça, c'est pas vrai. Les chiffres le montrent, ce n'est pas vrai. Les gens qui vivent dans la pauvreté extrême sont de moins en moins nombreux sur Terre. Donc, c'est des chiffres qui sont compilés par des instituts. Les gens peuvent les consulter. L'autre affaire que je voulais te demander, avant de te laisser aller, c'est, on a parlé, c'est ça, comme solution de laisser tomber les barrières, tarifaires, non tarifaires, de manière unilatérale. Mais il y a aussi la fameuse question du libre-échange interprovincial. Parce que ça, en campagne électorale, ça a été une question, et même à la convention, pas convention de la fédération, mais bon, le conseil de la fédération, tous les premiers ministres du Canada se sont
se sont engagés ou se sont commis à dire, nous, on est d'accord avec ça, on va lever les barrières interprovinciales, on va permettre le commerce, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que si vous parlez à plusieurs entrepreneurs, par exemple de la région de la Beauce, ils vont vous dire, nous, on commerce avec des États américains, c'est moins compliqué, mettons, qu'avec l'Ontario, ou c'est moins compliqué qu'avec d'autres provinces, pour toutes sortes de raisons. Si on avait donné des exemples, mettons, tu ne peux pas vendre du beurre ontarien au Québec parce que le beurre doit être dans un emballage d'aluminium au Québec, sinon s'il est dans une boîte en plastique, ça ne marche pas. Il y a toutes sortes de règlements. Il y a de la réglementation dans le transport qui est hallucinante. C'est ça. Et là, il y a des premiers ministres au Canada qui ont déposé des projets de loi là-dessus pour dire si c'est bon d'une autre province, c'est bon chez nous. Il y a eu ces initiatives-là, mais globalement, tu penses qu'on s'en va dans la bonne direction? Moi, j'ai l'impression que ça piétine pas mal, ce sujet-là. Ça piétine un peu, mais le fait même que les membres du Parlement considèrent ce type de solution-là, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, les barrières interprovinciales sont vraiment un frein aussi au commerce et à la croissance du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des barrières au niveau des produits, mais il y a aussi des barrières au niveau des travailleurs. Pour donner un exemple, juste en termes de permis de construction, en différentes spécialisations dans la construction, les provinces n'ont pas les mêmes quantités de travailleurs pour faire les mêmes travaux, ce qui fait que, par exemple, au Québec, pour poser une porte, ça peut prendre 3-4 travailleurs pour pouvoir le faire, parce qu'il y a les hommes professionnels qui sont très contrôlés, puis ils peuvent faire seulement certaines tâches, alors que dans d'autres provinces, tu en as peut-être 6 pour tout le domaine de la construction. Donc, il y a vraiment des différences comme ça et des barrières qui font en sorte qu'on ne peut même pas avoir les travailleurs se déplacer d'un endroit à l'autre dans notre propre pays pour aller combler les besoins locaux d'un endroit à l'autre. Donc, ça, c'est la première barrière qu'il faut qu'il tombe. On s'en va dans la bonne direction en considérant de les éliminer pour les produits et pour les travailleurs, mais c'est certain que c'est la première étape. Mais c'est comme le Québec, par exemple, qui, d'un côté de la bouche, dit qu'ils sont d'accord avec ça, mais d'un autre côté, ils mettent de l'avant des projets pour forcer, par exemple, les médecins à rester au Québec en les forçant à travailler au public. Ça en est des exemples de mesures qui vont complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, normalement, ce que tu voudrais, c'est qu'un médecin de l'Ontario puisse venir travailler au Québec, qu'un médecin du Québec puisse aller travailler en Alberta et qu'il y ait une mobilité de la main-d'œuvre. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut enchasser dans un projet de loi l'immobilité de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, vu qu'on a formé un médecin, ça coûte cher, tu vas travailler au public, au Québec, tu n'as pas le droit de t'en aller, sous peine d'avoir des amendes. Mais ça, c'est des exemples concrets qui nuisent justement au commerce à l'échelle canadienne parce que tu fixes la main-d'œuvre dans le sol, finalement. Et oui, ça a l'air drôle de dire main-d'œuvre, mais un médecin, c'est de la main-d'œuvre. Tout à fait. C'est le cas pour les médecins et les infirmières. Le gouvernement veut forcer ces professionnels de la santé-là à travailler pour le réseau public parce qu'ils réalisent que ce qui se passe, c'est que les conditions de travail dans le réseau de la santé publique sont très difficiles au niveau des conditions de travail, puis aussi tout simplement, les médecins et les infirmières sont brûlés, ce qui fait en sorte que c'est normal qu'ils veulent quitter. Et ce qu'on voit, c'est que le réseau privé, souvent, va agir comme une soupape, comme une bouée de sauvetage, qui va faire en sorte qu'il va repêcher des infirmières et des médecins qui seraient partis autrement. Entre autres, on voit ça beaucoup chez les infirmières parce que travailler dans les hôpitaux, ça les brûle. Et là, donc là, souvent, ils vont se dire « moi, je veux quitter la profession ». Mais là, juste avant de décider, de prendre cette décision-là finale de quitter, ils vont aller regarder dans les agences, voir s'il y aurait des façons de rester infirmière sans subir les mauvaises conditions de travail du public. Et effectivement, c'était une option à l'époque. Là, en ce moment, avec les nouvelles interdictions, le projet de loi 15, là, ça devient impossible pour les infirmières et pour les médecins. On entend parler d'exemples de médecins qui veulent prendre leur retraite. Ce qui se passe, c'est que dans le réseau public, ils ont des quotas de patients, ils ont des minimums à faire, ce qui fait en sorte que des médecins qui ont peut-être 60, 65, 70, qui n'ont plus l'énergie de travailler à ce rythme-là, voudraient peut-être continuer de travailler à temps partiel, mais parce que il y a des contraintes qui sont extrêmement rigides, le réseau public ne leur permet pas. Donc, ce sont des médecins qui vont se désaffilier du système public pour aller travailler dans le privé parce qu'ils disent « je veux continuer à faire la médecine, je veux continuer à soigner des patients ». Mais le rythme actuel du réseau public n'est pas possible. Donc, je vais aller travailler à temps partiel dans une clinique privée. Et en empêchant ces mouvements-là,
ça fait en sorte que l'infirmière va dire, bon, ben, puisque je ne peux pas aller dans le privé, je vais juste quitter. Et le médecin, au lieu de dire, je vais aller dans une clinique privée pour travailler à temps partiel, il va dire, bon, ben, je vais juste prendre ma retraite. Donc, on perd carrément la main-d'œuvre. C'est intéressant. Et sérieusement, merci beaucoup pour l'entrevue. C'était extrêmement précis. J'ai adoré ça. Il y a beaucoup de bons data de ton côté. Puis 92$ en 2 mois, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est au-dessus de 500$ par année, là. Une taxe absolument bien camouflée. Vous êtes les seuls à en parler. Moi, ça m'épate. L'Institut économique de Montréal, ce méchant organisme d'extrême droite-là, est les seuls à expliquer aux Canadiens qu'on se fait fourrer. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous. Bye-bye. Bye. Au revoir. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, sellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10, facile à retenir, Yann10 2 fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec.